effectivement, on va parler de l'imago aujourd'hui, mais effectivement, je vais me présenter en quelques mots. Donc, ça fait 12 ans que je suis coach. J'ai fait beaucoup de life coaching, de coaching de vie. Là, je fais plutôt exclusivement du coaching professionnel, quoi, où j'aborde des problématiques professionnelles. Mais je m'intéresse aussi beaucoup au couple parce que je m'y suis intéressée à titre personnel, parce que comme tout le monde, je pense que j'ai traversé des turbulences dans mon couple, et aussi parce que je me rends bien compte que c'est un sujet que j'aborde quasiment avec toutes les personnes que je peux accompagner. Même si on est sur des problématiques professionnelles, à un moment donné ou un autre, on va arriver sur cet enjeu du couple. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à ce sujet-là. Alors moi, les gens que j'accompagne, ils ne sont pas forcément toujours en couple. Il y en a certains qui sont en couple, il y en a aussi beaucoup qui sont célibataires, mais qui se posent par contre beaucoup de questions sur quel type de femme ils devraient attirer. Est-ce que quand ils sont en rendez-vous avec une fille, elle leur correspond ou pas? Souvent, c'est des introvertis, ils me disent qu'il faudrait qu'ils soient ou avec une introvertie comme eux, ou avec l'opposé, une extravertie, parce que du coup, ça leur... voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà qu'est-ce que c'est que la théorie de l'imago, en fait, déjà? À Ouais, quoi ça tout à fait. correspond? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que je vais expliquer peut-être alors tout à l'heure du coup ce que c'est l'imago, mais ce que tu viens de dire, c'est très important, c'est que dans un couple, la théorie de l'imago dit qu'il y a toujours un minimiseur et un maximiseur. Donc, introvertis ensemble, ça va être assez rare, ou en tout cas, dans la relation de couple, il y en aura forcément un qui sera un petit peu plus extraverti et l'autre un peu plus introverti. Donc, pour expliquer la thérapie Imago, en fait, la thérapie Imago, ce que je trouve extraordinaire dans cette thérapie-là, c'est que ce n'est pas vraiment l'idée de résoudre les conflits, c'est de recréer du lien entre les deux personnes quand il y a. Parce qu'en fait, il y a d'abord la période romantique, qu'on vit tous, qui va durer en moyenne, allez, 18 mois, mais ça peut être de 6 mois à 3 ans. Et pendant cette période romantique, est incroyable, on a l'impression que l'autre est parfait, qu'on se comprend, qu'on se connaît depuis toujours. Et après ça, cette période-là, et donc dans ces moments-là, on est un peu comme une petite usine chimique, les deux individus sont comme une usine chimique. Je ne suis pas spécialisée en chimie, mais on sait que dans cette période-là, on crée beaucoup d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien affectif. Donc on va être à fond, les deux partenaires vont être à fond là-dedans, mais au bout d'un moment, ça va s'étioler. Et du coup, on va entrer plus dans une phase, en imago, on appelle ça la lutte des pouvoirs, c'est-à-dire où voilà, ça va être moins merveilleux, l'autre va être moins. On va commencer à se rendre compte, mais tiens, finalement, il ne me comprend pas, il ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, etc. Et toute la puissance de l'imago, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est sur cette période de pouvoir? C'est de pouvoir aller à l'étape d'après, donc transcender ces conflits, prendre ces conflits comme des outils de croissance personnelle pour les deux personnes, mais aussi pour la relation, et d'arriver à une relation qu'ils appellent plus éveillée, plus en conscience. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'apprendre à se connaître, mais aussi vraiment d'entrer dans le monde de l'autre, transcender ce moment voilà, tumultueux où on est dans les reproches, les frustrations, les conflits pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et en imago, je reviens à cette histoire de minimiseur et maximiseur, mais ça, c'est, on va dire, dans 90% des cas, dans 90% des couples, c'est plutôt la femme qu'on appelle la tempête de grêle ou la mère reproche, qui est plutôt un maximiseur, justement. Et l'homme, il est plutôt comme une tortue, c'est-à-dire qu'il est plutôt pas dans sa vie avec ses copains ou dans sa profession, pas du tout, mais dans le couple, il a plutôt ce truc, voilà, dès qu'il y a un conflit, il va être soit je m'énerve, soit il part, donc dans l'évitement. Donc il est plutôt le minimiseur. Et le maximiseur, c'est vraiment celui qui a besoin d'attention, qui va réclamer de l'attention, qui peut même aussi se mettre à crier, voilà, qui est vraiment dans la recherche du lien, alors que le minimiseur, lui, il se met en retrait, il peut se montrer désintéressé. Donc, souvent, la femme qui est dans le maximiseur et l'homme qui est dans le minimiseur, les rôles peuvent être interchangés, mais dans 90% des couples, c'est plutôt comme ça. Et en fait, ça vient du fait qu'il y a quand même des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. C'est que la petite fille, elle est vraiment dans la recherche du lien quand elle est petite. Une petite fille, on la regarde dans les yeux, elle commence à vous raconter plein d'histoires.
Alors que le petit garçon, il va vous raconter 2-3 trucs, mais très vite, il va aller dans l'action. Il va vous montrer ses jouets, etc. Donc, la petite fille, elle est vraiment dans de l'affect. Et le petit garçon, il est plus dans la recherche de solutions. Il va avoir des projets, il va passer à l'action. Et ça, c'est parce qu'il y a 2 peurs derrière fondamentales. La petite fille, elle a peur de perdre le lien, le contact. Et le petit garçon, il a peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans le couple après. C'est-à-dire que la petite fille, c'est je veux être en lien avec mon compagnon, je veux être en lien, je veux qu'il s'intéresse à moi, je veux qu'il me valorise. Ah, mais mince, il passe pas assez de temps avec moi, mais pourquoi il est toujours avec ses potes, ou pourquoi il consacre. C'est cette recherche continuelle de contact et de lien. Et l'homme, lui, il est beaucoup plus dans j'ai envie de satisfaire ma femme, mais je vois que ce que je fais n'est jamais adéquat ou des fois je suis à côté de la plaque et puis finalement ce que je propose ne marche pas. Donc il y a vraiment, c'est ça qui va créer ce mouvement où la femme, elle est plus dans la tempête de grêle, elle y va, elle est maximiseur et l'homme, il va être là, oulala, à chaque fois que je fais un truc, ça va pas, je schématise, mais donc je commence à être en retrait et plus l'homme est en retrait, plus la femme va venir et se rapprocher. Donc ça crée un mouvement de rapprochement-éloignement qui finalement va abîmer le lien de la relation. Donc, dans Imago, on dit toujours, c'est que le lien n'arrive plus à se faire. Donc, c'est pas de résoudre les conflits, c'est de recréer le lien, la puissance de l'Imago. Alors, c'est intéressant parce que moi, dans la partie rencontre que je fais aussi beaucoup, c'est les 2 extrêmes que je vois, c'est-à-dire où j'ai des coachés qui sont, on pourrait dire maximiseurs si je reprends tes termes, qui sont trop bourrins, trop directs et qui vont fuir les filles parce que tout de suite ils sont en mode d'abord le sexe, ensuite on verra pour l'amour, enfin ils sont très hop. Et au contraire, moi les personnes que j'accompagne le plus souvent sont des timides qui même avant le couple en fait sont aussi dans ce truc de j'essaye un peu d'aller vers la fille parce que quand même dans la partie de notre culture occidentale, en tout cas on va dire française, on a la culture latine où c'est quand même plutôt les femmes qui vont attendre que l'homme propose, demande le numéro, invite, etc. Et eux, ils sont toujours, en tout cas les gens que j'accompagne, énormément dans la recherche d'attente de signes d'intérêt, de validation, de machin. Et donc, ils osent pas, et du coup, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc, Ouais. Parce que, en fait, très souvent, quand on a une posture de minimiseur comme ça, c'est qu'on a eu des parents qui étaient maximiseurs. C'est-à-dire que c'était des parents parfois trop envahissants, trop intrusifs, qui prenaient trop de place. Et du coup, l'adaptation de l'enfant, ça peut être qu'il devient maximiseur aussi, c'est-à-dire qu'il va faire des conneries pas possibles à l'école, voilà, il va en rajouter une couche pour justement attirer l'attention qu'il n'arrive pas à obtenir. Mais il peut aussi aller dans je suis docile, je me mets en retrait. Voilà, c'est une protection en fait. Hein. Donc il y a les 2 adaptations possibles pour se protéger, mais du coup, l'homme timide, c'est vrai qu'il peut avoir souvent eu des parents peut-être qui prenaient beaucoup de place ou qui pouvaient être intrusifs ou trop protecteurs ou trop étouffants. Voilà, ça peut être aussi ce cas-là. Et du coup, comment on peut utiliser l'imago finalement pour, entre guillemets, avant le couple, peut-être mieux choisir ses partenaires? Parce que c'est une question qui me vient souvent des timides. Ils me disent oui, ils sont parfois un petit peu, pour certains qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience, voire aucune expérience sexuelle, un peu fleur bleue. Ils me disent oui, mais moi, si j'ai un rendez-vous, je n'ai pas forcément envie de me mettre en couple avec elle, je ne veux pas la blesser. Ils sont tout de suite dans la projection extrêmement avancée alors qu'on est qu'au début de la rencontre. Donc, ils me demandent, mais comment être sûr, comme si dès qu'ils faisaient un rendez-vous, ça allait être la fin de leur vie. Donc, est-ce que l'imago peut aider à mieux définir ce qu'on veut, à mieux choisir sa partenaire ou pas? Alors, déjà, il y a un petit bouquin qu'ils peuvent lire, qui est vraiment. C'est Carla et Carlo, donc c'est assez drôle. C'est Carla et Carlo qui ont écrit, je crois que ça veut dire c'est guérir son couple grâce à l'imago. Il est tout petit, il est aux éditions Jouvence et je pense que parce qu'il y a des ouvrages mais un peu plus complexes. Donc celui-là, il est très simple à lire où il y a des dialogues imago. Et en fait, rien que de lire ce livre, ça va leur faire prendre conscience de où ils en sont par rapport à eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils recherchent de manière un peu fantasmée chez l'autre. C'est-à-dire que c'est vrai que de prendre conscience de, voilà, c'est quoi mes manques, hein, qu'est-ce qui m'a manqué durant mon enfance, parce qu'en fait, c'est là que ça se joue quand même, c'est qu'on a tous eu des blessures
c'est pas forcément des traumatismes hyper graves, hein, mais ça peut aller de petits manques à des choses plus profondes, mais des manques affectifs, des manques voilà, émotionnels, j'ai pas été assez valorisée, on m'a pas assez écouté, on m'a pas assez donné d'importance. Il faut prendre conscience de ces manques-là. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir l'illusion qu'en rencontrant quelqu'un, cette personne, elle va nous donner ce qu'on n'a pas reçu. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de symbiose émotionnelle. Quand on rencontre quelqu'un, on se dit « Waouh, mais elle est tout ce que je ne suis pas, elle manque, ou il est tout ce qui me manque. » Et du coup, c'est la métaphore de la pêche que je donne toujours, mais on est comme un noyau, puis on a la pulpe autour. Et l'idéal, ce serait que notre noyau, il est solide, il est complet. Mais ça arrive quasiment jamais puisqu'on a des manques et des vides. Donc, on est un peu un noyau formé moitié comme ça, et on va trouver l'autre noyau qui est formé à la moitié, et on va faire que le noyau se forme, et ensemble, waouh, j'ai l'impression que je suis complet, quoi. Ça y est, plus rien ne me manque, etc. Comme le yin-yang, alors, du coup, ça fait un peu penser aussi. Exactement. Mais du coup, c'est un peu une illusion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était cette espèce de fusion. S'il y a séparation, c'est comme si on perdait du coup une moitié de nous-mêmes. On se retrouve de nouveau à moitié fini, quoi, à moitié, voilà. Donc c'est vrai que l'idée, ce serait déjà de prendre conscience, avant de rencontrer quelqu'un, de si je devais être la version la plus aboutie de moi-même, ce serait comment? Et du coup, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Ah, ok, il me manque ça. Je suis pas assez ceci ou je suis trop cela. Rechercher ça chez l'autre. Et il faut être vachement vigilant par rapport à ça parce qu'on va avoir cette illusion au début que voilà, je ne fais plus qu'un avec l'autre. Mais en fait, très rapidement, quand le truc chimique n'est plus là, c'est-à-dire ces hormones d'ocytocine et toute cette petite usine chimique s'arrête, on va voir que l'autre, il n'est pas si parfait et que finalement, il a aussi des blessures, il a aussi des manques. Et en fait, en imago, pourquoi dans la relation amoureuse, les blessures sont réactivées? C'est parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on a un lien tellement intime, c'est le même lien intime qu'on a pu avoir avec nos parents quand on était petit. Donc, les blessures, elles vont être beaucoup plus réactivées dans le couple qu'avec un copain ou une copine ou un collègue de travail. Ça va être beaucoup plus fort. Mais le principe même de l'imago, c'est que quand tu as un conflit ou que tu vis un truc difficile dans ton relation, ça devrait être « ouais, génial, youpi », ça va être justement l'occasion d'entrer dans un processus. C'est-à-dire que c'est le couple même qui devient la thérapie. Ton conjoint devient un peu ton thérapeute parce qu'il va pouvoir, à travers la thérapie imago, donc si tu veux, après je t'explique comment ça se passe vraiment le dialogue, hein, le dialogue même dans la thérapie imago, on va pouvoir réparer en fait ce qui nous a manqué. C'est-à-dire c'est le conjoint qui va pouvoir venir nous donner ce qui nous a manqué dans notre enfance, qu'on n'a pas reçu naturellement par nos parents. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, de ces manques, mais inconsciemment, on va être attiré par quelqu'un qui va venir combler ces manques et qui, quand l'usine chimique de l'ocytocine de l'amour disparaît, quand il va venir appuyer sur nos blessures, elle est réactivée, ça va faire boum, quoi. On va être complètement débordé émotionnellement. Et là, on est dans le cerveau reptilien, on est comme un petit médor, là, un petit roquet, et on est dans un mode défensif, quoi. Et toute l'idée d'imago, c'est de plus être sur un mode défensif, mais c'est moi qui ai raison, et qu'on est comme ça dans le conflit, c'est de pouvoir aller dans le cerveau beaucoup plus conscient et de pouvoir justement entrer en conscience dans la relation et plus être comme deux fighters, quoi, qui ont envie d'avoir raison. Alors, il y a plein de choses que tu as dit qui sont passionnantes qu'on pourrait creuser. Il y a le fait, effectivement, et ça je le répète pour nos auditeurs, parce que tu l'as dit, je voudrais juste appuyer dessus, sur le fait qu'un trauma, quand on parle de trauma, c'est une émotion bloquée. Et souvent, les gens, ils sont dans cette idée que tant que tout va bien, du coup, ça va bien. Et en fait, dès qu'ils se retrouvent à de nouveau créer du lien avec quelqu'un, ils se rendent compte que de nouveau, il y a des problèmes. Et ce n'est pas changer de personne à chaque fois ou avoir une nouvelle personne qui va régler le problème, puisque le problème, il est intérieur. Et c'est que quand on est dans des situations similaires qui nous rappellent un blocage émotionnel qui est resté dans le passé, que le trauma se réactive. C'est-à-dire qu'on peut avoir un trauma qui n'est pas activé pendant 2-3 ans, mais dès qu'on sera dans une situation similaire, là, il va se réactiver. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, surtout ceux qui entendent la pseudo-psychologie positive de être toujours bien, c'est que tu peux être toujours bien jusqu'à ce que tu te retrouves dans une situation similaire, en fait. Et c'était un peu ce que tu suggérais, ouais, en disant que voilà, quoi.
Ouais, exactement. Et il faut sortir de ce fantasme que tout doit être parfait, que tout est parfait. Et c'est justement, c'est au moment où c'est pas parfait, c'est au moment où c'est douloureux qu'on va pouvoir entrer dans un processus de, de croissance, quoi. En fait, c'est là où le couple va grandir. Mais il faut pouvoir traverser ça, quoi. Il faut pouvoir transcender ce moment qui est un mais ouais, c'est important ce que tu dis là. C'est important. Ouais, Alors bah et parce que justement, j'ai un exemple à te donner. Il y a un de mes coachés récemment, il y en a plusieurs, hein, parce que c'est pas la première fois. Des fois, j'accompagne des gens qui sont divorcés ou séparés, qui ont été en relation pendant 6, 7, 10 ans, même des fois avec une femme ou plus. Et très souvent, dans le dialogue des hommes, tu parlais de la tortue tout à l'heure, il y a vraiment ce dilemme de dialogue départ, comme on dit en coaching, entre la liberté et l'engagement, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que d'un côté, ils veulent potentiellement s'engager, mais en même temps, ils ont peur de perdre leur liberté. Et dès qu'ils se retrouvent trop dans des conflits, des trucs comme ça, ils ont tout de suite la valeur de liberté qui reprend dessus, où ils ont l'impression qu'en se barrant, bah, justement, bah, ça réglera le problème. Sauf que quand tu les écoutes et que tu écoutes leur histoire, tu te rends compte que bah, des fois, ils vont répéter 3, 4, 5 fois des histoires de 4, 5 ans. Des fois, c'est même assez marrant à quel point les chiffres sont révélateurs. Je me rappelle d'un coaché, il avait fait 3 mariages et à chaque fois, au bout de 7 ans, il s'est séparé. C'était le même chiffre, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 3 divorces d'affilée. Donc, je me dis, attends, là, c'est quand même gros. Je veux dire, c'est exactement le même, la similitude, je veux dire, le corollaire, il est exactement le même à chaque fois, quoi. Donc, ouais, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ces polarités liberté-engagement et des schémas répétitifs aussi qui peuvent avoir lieu comme ça? ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on choisit quelqu'un qui a les mêmes blessures que nous, mais les stratégies de défense sont opposées. Je vais te donner un exemple très concret. Bon, allez, on va les appeler Mathieu et Julie. Si Mathieu, par exemple, il a eu des parents où il a l'impression qu'il n'a pas eu assez d'importance, voilà, qu'il ne le valorisait pas suffisamment, il va commencer à faire des fugues. Euh, bon, les parents s'en foutent un peu. Il va aller un peu crescendo, il va devenir un cancre à l'école, il va attirer énormément l'attention. Donc, il est dans un rôle maximiseur. Il peut y avoir Julie qui vit dans une autre famille, qui a exactement le même type de blessure, c'est-à-dire qu'elle vit avec un frère qui a un handicap, donc il prend beaucoup de place. Donc elle aussi, elle ne se sent pas assez visible, elle ne se sent pas assez reconnue, elle n'a pas assez d'importance. Mais elle, pour ne pas faire de soucis à ses parents, elle va être plutôt dans le rôle de la première de classe, l'enfant sage, l'enfant docile. La blessure, elle est la même, mais la stratégie pour y faire face, il va y avoir un côté minimiseur, un côté maximiseur. Et la stratégie de protection, l'adaptation, elle n'est pas du tout la même. Il y en a un, il va faire le cancre pour attirer l'attention, il va être vraiment dans ce truc, je me mets en avant, je fais des histoires et des problèmes. Et l'autre, c'est plutôt je calme le jeu, etc. Donc, c'est vrai que quand tu parlais de recherche de liberté et d'engagement, hein, c'est ces trucs qui peuvent être un peu contradictoires, il faut vraiment comprendre que l'homme, sa peur vraiment intrinsèque, c'est la peur de ne pas être performant, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, face à une femme, hein, et dans l'enfant intérieur ou imago, on l'appelle la tempête de grêle ou bien la mère reproche, c'est-à-dire que la femme va être très exigeante, puisqu'elle est toujours dans cette recherche de lien, hein, dans la recherche de solutions, d'actions. Voilà, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin de présence. Donc, comme l'homme, il est moins là-dedans, parce que lui, il est moins dans la recherche du lien et du relationnel, il est plus dans la recherche de solutions. Je vais te montrer que je suis à la hauteur, je vais te montrer que je fais bien, mais en fait, c'est pas ça dont la femme a forcément besoin. Donc, à un moment donné, l'homme, il va dire, non, mais je m'engage, je fais des actions concrètes pour lui montrer mon amour, etc. Mais ça tombe un peu à côté, puisque la femme, elle n'a pas forcément besoin qu'on lui organise un truc ou qu'on lui trouve une solution conseil. Elle a juste besoin qu'on la regarde dans les yeux, qu'on soit là, qu'on l'écoute. Donc, du coup, l'homme, il va s'engager, il va avoir l'impression de faire des efforts, puis au bout d'un moment, il va dire non, mais ça ne sert à rien, bon, bah, je me barre, quoi. Hein, et je vais donner mon temps et mon attention à autre chose. Et plus l'homme va avoir ce truc de tortue, comme ça, hein, et voire même en enfant intérieur, dans l'enfant intérieur, on va parler du petit garçon qui sent qu'il n'est pas à la hauteur, donc qui se sent infantilisé, bah, plus il va aller trouver du pouvoir ou sa place ailleurs, soit dans ses copains, soit dans le sport. Donc ça paraît assez caricatural, mais ça se passe quand même souvent de cette manière-là. Donc oui, l'homme, il peut avoir ce côté, allez, je m'engage dans la relation, mais quand je vois que tout ce que je fais, ça sert à rien, ou en tout cas, ça ne porte pas ses fruits, et ben du coup, je reprends ma liberté et je me désengage.
Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est super intéressant parce que c'est un des trucs que j'ai beaucoup expliqué, parce que moi j'ai fait pas mal de tantra aussi personnellement. Et ce qu'on dit en tantra, c'est que la femme, d'ailleurs je conseille fortement David Deida pour les hommes qui nous suivent aussi, qui est pour moi le mentor numéro un en termes de relations hommes-femmes, qui même aujourd'hui je le lis régulièrement, notamment le livre qui s'appelle The Way of the Superior Man, mais qui est aussi traduit en français. Je ne sais plus comment, mais Je quoi qu'il en soit. connais pas, je vais aller regarder alors. Ouais. Génial. Lui, il dit que la femme a besoin de présence et d'attention, et que l'homme, lui, il a besoin d'amour et de valorisation. De- Ouais. et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un espèce de cercle vicieux où l'homme, comme tu le dis très bien, essaye d'apporter des actions concrètes, tout ça, mais en fait, ce qu'elle veut, c'est juste de l'attention et de la présence. Et comme c'est quelque chose de subtil, qui est plutôt d'une posture intérieure que d'un mouvement d'agitation, de cadeau, de machin, bah, les hommes ne comprennent absolument pas que tout ce qu'on demande, c'est juste d'être là, de regarder, d'admirer un peu comme on contemplerait un paysage, en fait. Et ils ne pichent pas ça, c'est très difficile. Et du coup, c'est compliqué. Et la femme, c'est pareil, Ouais. elle reproche le truc, alors que le mec, il a juste besoin, pour être présent, à l'opposé, que la femme lui dise ah, t'es génial, t'es formidable, t'es merveilleux. Enfin, juste, il a besoin de sentir que la femme l'aime, de recevoir aussi cet abandon de la femme. Donc, ça peut très vite, comme tu dis, être un cercle vicieux, parce que l'homme, il ne voit pas l'abandon de la femme. Quand je dis abandon, c'est je me livre à toi, je me laisse aller, je te fais confiance, tu es mon, on pourrait même dire mon idylle, ce que tu veux. Et à l'inverse, lui, il n'a pas ça, donc il se dit, bah, de toute façon, elle ne m'aime pas, je m'en fous. Hein. Bah, les couilles, je me casse. Et elle, pareil, elle, lui, il réussit plein de trucs, nanana, mais moi, je n'ai pas la présence. Donc, c'est comme ça qu'il le présente, mais ça reprend un peu, c'est juste d'autres termes de ce que tu viens de dire, je crois. Ouais, c'est exactement ça. C'est un cercle vicieux hein, et qui devient destructeur au bout d'un moment. Et tu vois, et c'est là où la thérapie Imago, elle est hyper puissante parce que normalement, une thérapie de couple classique, tu vois, tu as les deux partenaires hein, qui sont à côté face au thérapeute. Imago, les deux partenaires sont positionnés l'un en face de l'autre et ils se regardent. Donc, ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est super important, le regard, parce qu'on sait aujourd'hui que le bébé, tu sais, quand la maman l'allaite ou le papa donne le biberon, c'est le regard qui va construire ce truc de lien affectif. C'est, je vois que l'autre me regarde, donc je me sens important et je commence à prendre conscience de mon existence. Donc, Imago, c'est super. Alors, dans tous les stages Imago que j'ai pu faire, les hommes venaient souvent parce qu'on les tirait un peu. Hein. Après ils y étaient et ils mettaient beaucoup de bonne volonté, mais c'est vrai une démarche qui est plus compliquée pour l'homme, hein, puisque le lien, tout ça, c'est plus mystérieux pour lui. Il est plus porté dans l'action et la performance et de vouloir être à la hauteur. Donc, c'est vraiment, les deux partenaires sont en face, ils se regardent dans les yeux parce que ce regard, c'est créer un pont de mon monde à ton monde et de ton monde à mon monde. Donc ce regard, il est super important. Et puis on sait aussi que quand on regarde quelqu'un, c'est lui donner de la valeur, quoi, c'est lui donner du temps, de l'importance. Et puis on se tient les mains. Voilà, c'est ce geste-là. Posé dans les paumes de l'autre. Donc il y a ce rapport de proximité. Et le thérapeute, il est à côté et il guide. Et en fait, dans le dialogue imago, c'est soit l'homme ou la femme, donc l'émetteur, qui va raconter les choses, comment lui, il le vit. Voilà, tout à l'heure, quand tu as fait ça, voilà comment je me suis sentie. Et l'autre en face, il n'a pas le droit de dire non, mais tu te fous de moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire ou faire. Il n'a pas le droit de se justifier ou d'argumenter. Il est juste là pour accueillir. Hein. Je t'entends me dire que tout à l'heure, quand il s'est passé ça, voilà comment tu t'es senti. Formule, c'est vraiment l'effet de miroir. Et ça crée le sentiment d'être entendu, écouté, compris et validé. Je suis validée dans ce que je ressens. Voilà. Et après, on va à l'étape plus profonde qui est, mais ce que tu me racontes là, ce que tu ressens là, est-ce que tu l'as déjà vécu dans ton enfance? Qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Et c'est là où ça devient très émotionnel, c'est qu'en fait, cette émotion qui peut être mais déclenchée par des broutilles du quotidien, d'aller faire les courses et puis tu as oublié de me ramener ça, voilà, et là, il y a un truc qui vient qui est, mais en fait, je compte pour du beurre, quoi. Il en a rien à foutre, en fait, de moi, puisqu'il a complètement oublié ce que je lui ai demandé de faire. Et c'est juste de parler de ce petit moment du quotidien, mais ce que ça évoque de plus profond de l'enfance, en général, c'est des sujets de fond. Et là, c'est simplement de voir que, tiens, mon conjoint,
enfin, il comprend ce que j'ai vécu et il va même pouvoir imaginer ce que j'ai ressenti, même si lui-même ne l'a pas ressenti. Donc, il y a tout un… C'est assez scripté, dialogue imago. Et après, il va pouvoir dire, bah, j'imagine ce que tu as pu vivre en tant qu'enfant, etc. Donc, c'est vraiment, on recrée du lien, parce que souvent, il y a toujours de l'amour dans le couple, mais le lien, il n'arrive plus à se faire. Donc, c'est, on recrée du lien et j'arrive à réparer ma relation parce que tout d'un coup, mon conjoint, il peut me donner ce qui m'a manqué durant mon enfance. Voilà, si je schématise, c'est un petit peu ça le dialogue imago. Ben, écoute, c'est formidable. Comment du coup, parce que là, on pourrait continuer pendant des heures, mais pour ceux qui Ouais, veulent aller plus loin, je ouais. propose que déjà vous puissiez poser vos questions du coup en dessous dans le lien, dans l'espace commentaire qu'on mettra en dessous de la vidéo. Comment les gens peuvent te suivre, Stéphanie, si il y a plusieurs personnes que j'accompagne qui des fois sont en couple, une fois qu'ils ont terminé l'accompagnement, parce que moi j'accompagne plus des gens célibataires pour Ouais. trouver une conjointe, ça m'arrive d'accompagner aussi des gens en couple. Comment ils peuvent du coup te contacter pour en savoir plus sur l'Imago? Comment on peut te suivre également sur peut-être d'autres choses que tu fais? Ouais. Alors, écoute, moi, je suis assez présente sur LinkedIn. Donc, si tu tapes Stéphanie Keub, ils vont me trouver ce D'accord. biais-là. J'ai aussi un site internet, mais pour le coup, je ne parle pas trop d'imago dessus parce que c'est vraiment une approche plus par le professionnel. Donc, c'est stéphaniekeub.com, D'accord. simplement. Voilà, je pense que c'est les deux moyens, on va dire, les plus directs pour me joindre, mon site internet et mon profil LinkedIn. Eh ben, Je suis écoute, aussi sur Facebook, hein, s'ils veulent, mais… super. Stéphanie Coe aussi sur Facebook. Ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Peut-être tu auras un dernier mot pour conclure ça, ou je ne sais pas. Ouais, bah, écoute, ça veut dire hein, le fait que tu accompagnes des gens qui ne sont pas encore en couple. Moi, pour avoir fait l'Imago avec des gens qui étaient déjà en couple, ils m'ont souvent dit non, mais ça, il faudrait quand même déjà avoir conscience de ça avant de se mettre en couple. Donc, s'intéresser à l'Imago, c'est pas forcément quand, entre guillemets, ça sent le roussi et que les carottes sont cuites au sein du couple, quoi. Tu peux vraiment préparer déjà pas mal les choses en ayant conscience de certaines choses en amont, quoi. Donc, c'est très bien pour les gens qui sont pas en couple aussi, quoi. Bah, je pense qu'en tout cas, si on peut reformuler les trucs que tu as déjà dit, c'est que ça désillusionne aussi, et c'est bon de se désillusionner à mon avis là-dessus, sur cette espèce de quête de perfection du couple qui guérirait tous les bonheurs, enfin tous les malheurs et qui nous rendrait parfaitement heureux. C'est Walt Disney hein, qui nous a tous tués avec Ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants, parce qu'en fait la vérité, c'est qu'il y a encore du boulot en couple. Et donc du coup, déjà de s'en rendre compte, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis là, parce que plus tu fantasmes sur le couple parfait, plus la désillusion, elle est grande. Exactement. Elle est violente, parce qu'elle est violente, cette chute. Quand tu passes de la lune de miel au moment où tu dis, non mais mince, quoi, on m'a menti, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut être très douloureux et violent, et c'est là qu'il faut être outillé, quoi. C'est là qu'il faut être un peu conscient de ce qui se passe. Et la bonne nouvelle, c'est que pour avoir fait un peu d'imago aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'en avais déjà fait un petit peu, ça peut apporter aussi beaucoup, beaucoup de libération et de bonheur après aussi, Ouais, je pense. exactement. Parce que c'est ça, c'est de retrouver beaucoup d'amour et beaucoup de joie, que ce soit pas plombé, quoi, qu'on puisse vivre les choses dans la légèreté. Ouais, absolument. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, Raphaël, avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre encore une fois en commentaire. Pour Stéphanie, elle prendra le temps de vous répondre.